Bienvenue sur Estimez-vous, le podcast pour ceux qui cherchent à accompagner en conscience la génération de demain, mais qui trop souvent oublient qu'ils sont la génération d'aujourd'hui. Estimez-vous, c'est une discussion authentique et bienveillante qui cherche à nous relier à l'enfant qui vit à l'intérieur de nous. Parce qu'il est toujours temps de venir planter des graines d'amour de soi. Moi, c'est Christelle. Et si je devais me présenter à vous en quelques mots, je vous dirais que je suis une personne passionnée, qui s'est donnée pour mission de permettre à ceux qui l'entourent de vivre en harmonie et en accord avec leurs valeurs. Maman de 2 petites têtes blondes, professionnelle de l'hypnose et de la nutrition, au quotidien, j'accompagne des personnes qui ont choisi d'aller mieux. Et à travers ce podcast, j'avais à cœur de rassembler le village, dont nous aurions bien besoin pour venir à bout de cette mission. Alors sur ces mots, je vous souhaite une belle écoute, mes estimés. Alors bonjour Amandine, merci d'avoir accepté de venir témoigner, discuter avec moi sur ce podcast. Merci, bonjour Christelle. Est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter, nous dire qui tu es, ce qui t'anime dans la vie, les personnes qui la partagent? Alors, je suis Amandine Ventadour, je suis maman de 3 petites filles qui ont 8 ans, 7 ans et 4 ans. J'habite en Haute-Savoie depuis 1 an et demi, 2 ans à peu près. Je suis originaire du sud de la France où j'ai rencontré mon mari assez tôt. On était ensemble au collège. Voilà, on est un vieux couple de jeunes. Et ce qui m'anime dans ma vie, je crois que c'est la joie de mes enfants et je fonctionne assez au plaisir et à la joie en fait. Depuis 7-8 ans, peut-être avant d'être maman, je crois pas que je fonctionnais à ça. Je crois que je fonctionnais au projet et à me jeter en avant, voilà. Et puis en fait, maintenant, je suis plus dans l'instant et dans le plaisir. Ok, du coup tu fais le lien direct avec cette maternité en fait, ça a été un changement à ce moment-là. Ouais, il y a eu un Ok, avant et un après, en effet. ok, En effet, ok. je pense pas être la même personne, si dans le fond, mais j'ai tellement changé, été amenée à évoluer en devenant maman. Mhm. Donc, tu vois, tu me demandais avant d'être maman, j'ai fait une formation. Je suis designer au départ de formation universitaire. J'étais dans les arts appliqués. Ok. Donc, j'ai commencé ma vie en montant une boîte de décoration de mariage et d'intérieur. Donc voilà, j'étais dans la déco et puis en fait, je suis devenue maman. Enfin, entre-temps, j'ai fait d'autres petits métiers, notamment j'ai vendu des robes de mariée pendant pas mal de temps à Ok. Paris. Et puis un jour, je suis devenue maman et là, c'était juste plus possible de faire comme avant. Ah, ok, il y a plein de choses ouais, qui sont venues bouleverser aussi ton activité professionnelle qui est, j'imagine, impactée par ce changement, ce bouleversement-là. C'est ça, en fait, j'ai eu l'opportunité du coup de passer du temps avec mes enfants, un peu plus de 2 ans et demi, à faire vraiment que m'occuper de mes 2 grandes. Euh, et ensuite, la boîte pour laquelle je bossais a coulé. Et ils n'ont pas repris les cadres dont je faisais partie. Et du coup, c'était l'occasion pour moi de faire quelque chose qui avait du sens avec la personne que j'étais devenue dans cet intervalle où j'avais pas travaillé et où je m'étais occupée de ma famille. Et je pouvais plus faire ce que je faisais avant. C'était pas possible. J'avais envie de donner du sens et d'aider les mamans, on va dire comme moi, Ouais. comme j'avais été, qui avaient galéré. Et puis c'est des mamans qui m'ont poussée en fait. C'est des mamans que j'avais rencontrées sur ce chemin de la maternité et qui m'ont dit lance-toi, t'es faite pour ça. Donc elles ont été derrière moi. Ok, c'est chouette. Et je suis devenue consultante en parentalité. Donc aujourd'hui, ça fait un peu plus de 5 ans que j'exerce ce métier et j'accompagne les parents d'horizons très très différents sur leur chemin, là où ils en sont, voilà, sur la question du lien essentiellement, lien parent-enfant. Ok. Et du coup, justement, tout à l'heure, tu me disais, voilà, moi j'allais te demander quel type de maman est-ce que tu es. La première chose que tu me répondrais. Et tu me disais, voilà, il y avait cette notion de joie. Mais est-ce qu'il y a plus que ça derrière? Ouais, non, ce qui me vient quand tu me demandes ça, c'est l'imperfection. Je suis une maman totalement imparfaite. Ok. Et je l'assume depuis assez peu de temps finalement. Je crois que ça fait à peu près que 2 années que j'accepte cette imperfection et que j'ai trouvé mon équilibre vraiment avec cette idée que je me fais
d'une parentalité idéale, dont on est beaucoup à rêver de ce parent extrêmement bienveillant, qui est une ressource pour ses enfants et tout ça. Enfin voilà, je le vois comme un rêve, tu vois. Et puis il y avait moi, et entre moi et cette parentalité idéale, il y avait un fossé, et je me disais que je le vivais mal en fait de pas réussir à atteindre cette perfection que j'imaginais. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement là le chemin, en tout cas que c'était pas c'était éventuellement un objectif, mais que c'était pas une nécessité de l'atteindre pour être dans la joie et dans le plaisir. Et j'ai réussi à m'accepter moi en tant que moi-même, quoi, avec tous mes défauts, avec toute mon histoire, et d'accepter où j'en suis sur mon chemin, Ok. en toute bienveillance avec moi et mes enfants. Quand on s'accepte tel qu'on est et avec toutes nos difficultés, il y a tellement beaucoup moins de tension dans ce corps et beaucoup moins voilà, de charge aussi mentale un peu. Et ça veut dire quoi d'ailleurs pour toi être une maman imparfaite je sais pas, au quotidien, ça se traduit par quoi? Ben, je crois que le fait de m'être mise à travailler dans ce milieu de la parentalité, j'attendais énormément de moi. Et du coup, je me mettais une pression supplémentaire. Je trouve que déjà la société nous met beaucoup de pression, et j'attendais encore plus de moi. Et du coup, j'étais toujours dans le déséquilibre. C'est comme si je me forçais. C'est comme tu te forces à faire quelque chose, tu vois. Tu es plutôt sur le renforcement musculaire, tu vois. Et là, tu as mal aux cuisses et tu continues parce que tu te dis que c'est ça qu'il faut faire. Et c'était pas très sympa pour moi-même, en fait. Donc, être imparfaite au quotidien, c'est accepter que j'ai mon histoire, que dans mon enfance, j'ai pas eu les parents parfaits que j'imagine, tu vois, ou que j'aimerais devenir, et que donc, il y a tout à inventer. Donc, ça veut dire que j'ai des mauvais réflexes. Je suis une maman qui crie assez régulièrement, par exemple. Et quand tu es consultante en parentalité, tu te dis ah bon, mais est-ce que ça va aller si je peux encore accompagner des parents si moi je suis pas une maman qui crie pas? Comment je vais faire en fait? Est-ce Ouais. que j'ai besoin d'être au top pour me sentir légitime dans ce que je fais? Et en fait, je crois qu'au contraire, ça m'apporte un super vécu, un super bagage. Je me sens tout à fait proche des gens que j'accompagne, et donc du coup, c'est faire avec cette imperfection. Ça veut pas dire que je suis pas en chemin, au contraire. Mais j'accepte d'être comme ça. J'accepte ça me permet d'ailleurs d'être moins en colère avec moi-même, je trouve, d'être moins dans l'attention, et de pouvoir expliquer à mes filles, voilà, moi j'ai été comme ça, je suis pas d'accord avec ce que j'ai dit, je suis pas d'accord avec ce que j'ai fait, et j'aimerais qu'on répare ça, et voilà, c'est quelque chose, c'est un processus qui est régulièrement en œuvre dans notre famille, quoi. Mm. Et puis du coup, je crois que je suis simplement moi-même, et que j'arrive à leur donner vraiment la vérité de moi. Je cherche pas à être une image d'une mère idéale, quoi. Super. Et tu sais, de l'extérieur, j'ai envie de dire que je pense aussi que ça fait de toi une super personne qui peut accompagner, parce que ça fait de toi une personne qui comprend, en fait. Et je fais le parallèle avec le métier de la nutrition, puisque c'est un autre, voilà, un versant que moi je connais. Je connais peu de professionnels de la nutrition qui n'ont pas eu un rapport à l'alimentation qui soit compliqué, euh, qui soit un peu conflictuel, après, parfois même encore, en fait, et te dire c'est ok, et c'est aussi pour ça que je comprends la personne face à moi, et que je comprends combien ça peut être difficile. Donc ouais, enfin, moi en tout cas, je le vois comme une force. Ouais. Moi, mon déclic vers ce chemin, ça a été donc mon aînée Camille, qui avait peut-être eu 6-8 mois, qui commençait à peine à ramper, et donc j'ai été confrontée à ma première relation, on va dire, d'autorité, entre guillemets, parce que moi j'ai été une ado quand même qui disait quand j'aurai des enfants, ça va filer droit. Tu vois, je supportais pas les parents qui se laissaient complètement envahir. Enfin ça, tu vois, j'utilise des mots qui sont vraiment des idées reçues que j'avais à l'époque. Et donc je disais que ça allait filer droit. J'étais très très contente d'avoir une structure assez rigide de la part de mes parents. Enfin voilà, j'ai été construite comme ça et j'étais fière de ça. Et puis ma fille, du coup, 6-8 mois, se déplace dans le salon. Elle se rapproche d'une petite porte vitrée qu'on avait sous la télé pour ranger du matériel hi-fi. Et porte vitrée, elle l'ouvre, elle la ferme, et ça claque, et j'ai peur que ça casse. Et du coup, je me dis, bon, là, il faut que tu l'expliques avec une certaine fermeté, parce que je veux pas que ça se reproduise. Donc, je m'approche d'elle, je fais un air sérieux, tu vois, je me mets à sa hauteur, je mets le doigt devant mes yeux, comme ça, en le secouant, en disant, on ne touche pas, comme ça, tu vois, très, très, très super nanny, tu vois, un truc un peu formaté.
Et puis, elle me regarde avec ses grands yeux. J'ai l'impression qu'elle me comprend. Elle me sourit. Je me dis, c'est bon, c'est passé. Et en même temps qu'elle me regarde avec son grand sourire, elle reprend cette porte et elle la refait claquer. Et là, ça fait qu'un tour dans ma tête. J'ai pas eu le temps de réfléchir et je lui ai donné une tape sur la main. Et le temps que je fasse ça, elle, bien sûr, j'ai vu ses yeux se décomposer, les larmes monter, son petit menton trembler, elle s'est mise à pleurer. J'ai senti que j'avais perdu quelque chose entre elle et moi, elle n'avait pas compris ce qui s'était passé et qu'il y avait un lien de confiance qui avait été rompu. Et surtout, je me disais, mais bon sang, mais qu'est-ce que je viens de faire en fait? Dans ma tête, c'était comme si là, je n'intervenais pas, ça allait être une ado terrible. Tu vois, c'était vraiment mon Dieu, mais je vais rater toute son éducation. Pourquoi? Pour cette petite porte-là? Pour ce truc-là qui est la première relation d'autorité ou la première consigne, la première règle? C'était complètement disproportionné en fait. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui ne me va pas. Je ne suis pas la maman que j'ai envie d'être. Et comment on fait du coup? Voilà. Okay. Et qu'est-ce que tu as fait alors du coup? Comment ça s'est passé pour toi la suite? Ah bah déjà, j'ai énormément culpabilisé. Je crois que j'ai pleuré avec elle. Le soir, j'en ai parlé à mon mari comme d'un événement absolument majeur de mon existence. Et je me suis mis à lui expliquer beaucoup les choses. J'ai commencé à lire des livres aussi. Je me suis rapprochée, j'habitais à côté de Fontainebleau, dans un petit village, et il y a l'école des parents et des éducateurs qui est toute proche. J'ai commencé à aller à tout ce qu'ils proposaient, en fait. J'ai fait tous les ateliers, toutes les conférences, tout pendant 1 an et demi, j'ai fait tout ce qu'ils proposaient. J'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup remise en question. J'ai eu aussi, du coup, mes aînées, elles ont 16 mois d'écart. Okay. Donc, ça a été un sacré défi. J'ai eu envie de retomber enceinte 5 minutes après avoir accouché de mon aîné. Donc du coup, quand je me suis rendu compte que j'attendais la deuxième, je me suis dit que j'étais complètement folle et que c'était absolument pas raisonnable du tout de faire ça, mais qu'en même temps, c'était juste la vie et que c'était trop chouette. Et du coup, il y a eu ce défi de devoir élever 2 enfants avec des besoins tellement intenses, s'y rapprocher. Et comment est-ce que moi, j'allais survivre à ça? Donc là, j'ai fait la connaissance du milieu du portage. Le massage bébé, c'était un petit peu avant pour mon aîné, pour réparer aussi un lien qui avait été pas mal usé à cause d'un reflux gastro-œsophagien qui nous a fait beaucoup, beaucoup de mal dans la relation. Et donc voilà, tout ça, ça a été un chemin assez riche d'ateliers de parents. J'ai fait Faber et Maslich, j'ai fait des choses autour de la musique, autour du jeu, autour de la relation. J'ai fait plein de trucs. En tant que maman, sans aucune autre intention que de me sentir à l'aise avec mes enfants. Ouais, c'est ça, envie de te nourrir de plein de choses différentes pour trouver ce qui pouvait être positif et t'apporter dans cette relation. Ouais. Okay. Trouver une façon de communiquer avec elle qui me convienne vraiment et de ne pas être dépendante de ces pulsions que je pouvais avoir de colère ou de... voilà, c'est le modèle, je suis pas d'accord, je tape, tu vois, c'était ça un petit peu qui me venait directement, c'est ce que mon cerveau me commandait et quand on est sous tension ou sous stress, ben voilà, c'est ce qui ressort en premier. Et de me dire comment je vais faire pour créer un autre monde, quoi, un autre moi. Donc j'ai été, et là je pense que j'étais quand même dans une exigence assez forte, hein. Le nombre d'activités que je faisais tous les jours avec mes filles, je m'imposais un rythme assez dur. J'en avais pas conscience sur le moment. J'avais vraiment l'impression de faire tout ce qu'il fallait au mieux. Mais je suis un peu passée à côté de moi quand même pendant ces 2 années, je dirais. Ok. Je dirais pas que c'est un sacrifice, mais je dirais que aujourd'hui, avec ma 3e, j'ai réussi à faire autrement. J'ai réussi à donner aussi mon maximum sans m'oublier moi. Alors peut-être que mon maximum était moins haut du coup, puisqu'il y avait moi dedans aussi, dans l'équation. Mais en tout cas, l'équilibre était bien, bien plus présent. Ok, ouais, il y a cette notion d'équilibre, d'un équilibre qui était mis. Ouais. Okay. Et tout à l'heure, qui est propre à chacun, vraiment. Ouais, vraiment, on n'a pas tous effectivement les mêmes besoins, on en parle souvent. Voilà, quand on pense, tu parles toi d'équilibre là dans la famille, il peut y avoir l'équilibre avec la vie professionnelle, il peut y avoir... Et on n'a pas tous le même équilibre, mais ce qui est important, c'est le moment où ça sonne juste pour nous, quoi. Où on sent qu'on être est une bonne aligné, maman, c'est pas passer 3 années à la maison avec ses enfants
à faire de la pâte à modeler, c'est pas ça. Si pour me sentir bien, j'ai besoin de reprendre le boulot rapidement et avoir comme ça une activité cognitive intense et que c'est comme ça que je suis équilibrée, ben, je vais être une super maman le soir et c'est génial. Mais ouais, que chacun entende ça, que notre équilibre, il n'y a personne qui doit nous le dicter. C'est à nous de nous écouter et de savoir comment est-ce qu'on sera la meilleure version de nous-mêmes dans ce rôle de parent, quoi. Ouais, c'est important. Et puis ça fait le lien avec ce que j'allais te demander, puisque tu évoquais tout à l'heure la culpabilité. Et tu vois, là, quand tu Mm. dis ça, je pense à la culpabilité au début que j'ai ressentie à l'envie de reprendre le travail après la naissance. Parce que j'étais vraiment Mhm. tiraillée entre ces deux sentiments d'avoir très envie d'être avec mon bébé. Et puis en même temps, j'ai eu cette opportunité de rester quand même plusieurs mois avec elle et voilà, un petit moment, en tout cas pas 2 mois. Et en même temps, j'avais vraiment très envie voilà, de reprendre une activité professionnelle et je ressentais un peu de culpabilité de me dire mais oui, mais tu viens de te dire que c'était important d'être avec ton enfant et voilà, donc trouver le juste équilibre, ouais, je crois que c'est hyper important de le rappeler. Et Ouais. donc tu parlais de culpabilité et moi j'avais envie de revoir avec toi une phrase que tu as dit lors d'un sommet qui m'a beaucoup marquée. La culpabilité, elle nous prend l'énergie dont on a besoin pour se mettre en mouvement. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de cette culpabilité? Alors, pour moi, la culpabilité, c'est une espèce de rumination de l'esprit. Et notre cerveau, il aime bien comme ça faire des bobines de fil. Puis quand il attrape un fil et qu'il pense qu'il est juste, parce qu'au moment où on se sent coupable, on pense que moi, quand j'ai tapé sur la main de ma fille, je me suis dit que j'étais pas une bonne mère et quelque part, à cet instant T, j'ai pas été la meilleure mère que j'aurais pu être. Et donc, du coup, mon cerveau, il a attrapé ce fil et puis il a commencé à faire une bobine. Et du coup, on crée des mécanismes internes comme ça, où on va aller chercher toutes les bonnes occasions de valider cette pensée. Et donc, on va aller chercher tous les moments où on n'est pas une mère parfaite. Et on va finir par croire qu'on n'est vraiment pas une bonne mère. Mm. Donc, ça nous prend une énergie incroyable parce que ce qu'on pourrait faire de mieux, si on n'avait pas cette culpabilité, c'est d'utiliser toute cette énergie pour dire, bon, ok, j'ai pas envie d'être cette maman-là. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je passe à l'action. Quel est le premier pas? Ce premier pas, t'as l'impression d'avoir des chaussures de ski aux pieds. Hein. Donc, on a besoin de vraiment beaucoup d'énergie pour monter la marche. Et je trouve que cette culpabilité, elle nous prend cette énergie-là. Ouais. Et la société nous pousse un peu au fond, quoi, avec cette culpabilité. Parce que, alors, j'ai envie de dire de moins en moins, parce que je vois de plus en plus sur les réseaux sociaux d'images de mamans qui sont là sur leur canapé à passer les journées entières avec bébé, soit au sein, soit qui s'endort. Et puis, elles nous montrent que elles auraient voulu faire mieux aujourd'hui, mais qu'en fait, la meilleure place qu'elles avaient à occuper, c'était celle-ci. Et ben peut-être que là, il y a beaucoup de mamans qui vont se dire ah oui, ben en fait, aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux, alors ma poussière est pas faite. Le repas de ce soir, ben, on l'improvisera. Mais aujourd'hui, j'ai été au meilleur endroit, au meilleur moment, et c'était près de mon enfant, et c'était pas simple, et j'ai les cheveux gras et tout ça. Et donc voilà, peut-être que l'image de la mère parfaite, elle est en train de se modifier, j'espère. Ouais. Euh, et j'espère que ça va nous enlever aussi du poids. Mm. En tout cas, de cette pression sociétale du coup qu'on peut avoir. Et Ouais. ok, c'est intéressant cette notion de ouais, de ce poids là aux jambes et de en même temps voilà, j'entends moi dans la culpabilité, tu sais quelque chose de l'ordre d'un message effectivement. Genre, j'ai un message et donc c'est important que je l'entende. Si je ressens de la culpabilité, c'est ça, c'est qu'il faut que je l'entende, il faut que j'entende, ça veut dire quelque chose pour moi, mais juste j'entends le message quoi. Et puis je le laisse Ouais. passer pour Oui, ben, ouais, se connecter à ce message parce qu'en fait, il est aussi accompagné de sensations physiques mm, qui sont assez intéressantes parce que on n'y prête pas toujours attention, mais on a toujours une sensation corporelle avec une émotion et elle va s'inscrire en nous comme un message d'alerte si on l'écoute. C'est-à-dire que, bon là, on parlait de la culpabilité, mais là, ce qui me vient, c'est la colère. Moi, avant d'être en colère, c'est la mâchoire et le haut des épaules, tu vois. Ça se tend, ça se crispe avant même que je me mette à crier ou que je fasse un truc que j'ai pas envie de faire. Donc ça veut dire que maintenant j'ai ce signal d'alerte et que quand je le sens, je le verbalise par exemple. Ça c'est mon truc qui marche bien sur moi, c'est de verbaliser. Le fait de le dire, ça fait un peu la catharsis. Je sais pas si tu te souviens de tes cours de philo mm, au lycée, mais le fait de le dire, ça prend moins de poids. Du coup, ça y est, ouais, je l'ai dit. Peut-être que quelqu'un l'a entendu dans la pièce d'ailleurs. Éventuellement même, on va me proposer de l'aide, peut-être.
Alors, c'est pas ce que j'attends de mes enfants, mais de mon mari, par exemple, il peut prendre le relais. Et du coup, je vais m'occuper de cette émotion. Et voilà. Avec la culpabilité, c'est un peu la même chose. Il s'est passé quelque chose, c'est un événement. J'en prends note. Et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Qu'est-ce que ça m'apprend de moi? Tu as raison de dire, il y a un message derrière. Est-ce que je prends le courrier ou pas, quoi, en fait? Et si je le prends pas, la culpabilité va revenir. Enfin, il va y avoir à nouveau des événements et je me mets pas en marche. Donc, c'est un événement désagréable. Et ben, autant prendre ce message-là plutôt que d'avoir sans cesse des messages désagréables qui, là, vont vraiment m'épuiser, quoi. Ouais. Je pense au lien que je peux faire au niveau nutritionnel avec mes patients, en leur rappelant Ouais. qu'effectivement, au niveau émotionnel, bah, on a déjà des envies de manger émotionnelles et ça, c'est normal. Et on a besoin d'y répondre, c'est OK, du coup, pour faire retomber quelque chose. Mais que si j'entends pas le message derrière, c'est un peu la manière de... Effectivement, en fait, je mets un truc dessus, quoi. Par contre, et si je l'écoute pas, cette émotion, par contre, je vais pouvoir mettre beaucoup de pansements, et puis je vais en remettre, et puis il va y avoir des fuites, et à un moment, je vais en remettre, et je vais en remettre. Et tant que je le laisse pas un peu, voilà, sortir, aller vers l'extérieur, et donc Ouais. identifier, là, ce qui se passe en moi, ça va être compliqué de... Bah, juste, je vais avoir l'impression que je mange tout le temps, mais en fait, c'est juste que bah, la culpabilité, justement, je le dis, c'est souvent le cercle vicieux au niveau nutritionnel quand on a des compulsions alimentaires, c'est-à-dire que le problème, c'est pas d'avoir mangé du chocolat, mais c'est de ressentir de la culpabilité au moment où je mange du chocolat. Parce qu'à nouveau, j'ai envie de manger du chocolat parce que j'ai besoin d'abaisser cette culpabilité. Donc, voilà. Tout à fait. C'est marrant ce que tu dis parce que j'ai une de mes formations que j'ai faite avec Catherine Dumonteil-Crémer. Et au tout premier week-end de formation, on se présente et puis elle nous dit, vous pouvez faire une demande au groupe. Et moi, ce qui me vient, parce que les formations que j'avais fait avant, je me rendais compte qu'en milieu de matinée, je décrochais et que j'avais besoin de me resucrer, en fait, de remanger un petit peu. Et je voulais pas que les gens s'imaginent que du coup, j'étais moins dans l'écoute de ce qui se passait ou que c'était pas respectueux d'eux, mais que j'avais besoin de répondre à ce besoin pour moi. Et donc, j'exprime que j'ai besoin de manger, que je m'en excuse et que j'essaierai d'être discrète, que c'est pas contre eux. Et donc, ma demande, c'est ben, merci de me laisser manger. Et puis, Catherine m'arrête et elle me dit, bon, ben, merci pour ta demande, par contre, ça va pas être possible. Et alors là, je tente des nues, on me dit pourquoi. Elle me dit, si tu as envie de manger, tu as besoin de manger, c'est qu'il y a un message, il y a quelque chose. Donc, on va aller écouter ça. Alors là, j'étais complètement décomposée. Et en fait, en effet, oui, je me suis rendu compte, alors il y a certes, il y avait un peu des deux, parce que bien évidemment, au niveau de l'attention, des fois, tu as quand même besoin Donc j'avais pris des trucs super sains, tu vois, des noisettes, des amandes, Voilà, c'était pas du chocolat pour cette fois-ci, mais elle me demandait d'écouter ce qui se passait en moi, en fait. Et en effet, il y avait plein de moments dans cette formation qui a été très, très intense en émotion, où j'avais envie de manger du réconfort, quoi. Clairement. Est-ce que tu avais certaines... Peut-être que ça aurait pu marcher avec les noisettes parce que malgré tout, c'est un aliment qui est un peu gras et on a besoin de graisse à ce moment-là. Souvent, on pense Ouais. sucré. D'ailleurs, les gens me disent j'ai besoin de sucre, mais non, souvent l'aliment il est gras parce que physiologiquement parlant, on a besoin de gras. Mais je suis pas sûre que ce que tu avais envie, c'était de noisettes en plus. C'était peut-être un Ouais, peu non. ça c'est ok quoi. Il y avait ok, ça je peux quand même me Ouais. l'autoriser. Peut-être que c'était Ma même pas conscience cet était aliment-là OK. dont tu avais envie. Ouais, certainement. Bah, après, c'est vrai qu'on est grignotage très sain ici. Chez nous, les bonbons, c'est bon pour le goût et c'est bon pour le corps aussi. Mais c'est surtout ce truc que j'avais pas du tout capté avant. C'était, il se passe un truc en moi. Ouais. C'est pas. Alors des fois, est-ce que c'est de l'ennui? Est-ce que tu es en train de décrocher? Est-ce que ça t'ennuie? Pourquoi ça t'ennuie? Est-ce que t'as pas envie d'entendre ce qui est en train de se dire? Pas des trucs comme ça. Mm. Et c'est vrai que du coup, quand je fais des ateliers de massage ou de portage, je mets souvent des petites friandises comme ça pour les mamans, voilà, pour qu'elles restent avec moi. Mais en consultation, je donne à boire, il y a une tisane éventuellement, il n'y aura pas de thé, il n'y aura pas de café, il n'y aura pas à grignoter parce que j'ai besoin de toutes les émotions des gens. Ouais, Euh, super. et j'ai besoin de voir comment ils bougent, voilà. Donc voilà, j'ai adapté, je m'en suis servi pour plus tard, quoi, on va dire. Ouais, c'est chouette. Et du coup, tu disais tout à l'heure, tu parlais de cette culpabilité d'ailleurs. Tu nous racontais ce souvenir avec ton aîné. Donc là, j'ai Mhm. bien senti qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de culpabilité. Est-ce que tu dirais que c'est le souvenir qui te fait te sentir le plus coupable ou est-ce que tu penses à autre chose si je te pose cette question? Non, celui-ci a été vraiment très bien digéré, très bien intégré. Non, ça m'a permis de travailler sur la communication, sur comment poser des limites et surtout quoi attendre d'un enfant de 6 mois. Hein. On est d'accord, j'ai vite relativisé les choses. Non, la culpabilité, un événement
en particulier, je crois pas qu'il y en a. Je pense qu'il y a une multitude de petits événements. Je pense que c'est les fois où je me trouve trop longue à revenir sur des petites choses comme ça et que je sens que peut-être ça a blessé mes enfants parce que je suis restée bloquée euh, sur une mauvaise relation et où je suis quand même pas quelqu'un euh, je perds le mot, Rancunière? de rancunière. Mm. Ouais, je suis pas rancunière, mais des fois, voilà, c'est un peu plus long à venir et je me rends compte que mes filles, peut-être pendant l'intervalle, elles ont été blessées de se demander de ses enfants. Ils se demandent toujours si maman est assez fâchée, est-ce qu'elle m'aime toujours? Oui, ok. Tu parles beaucoup dans ton travail de l'idée de réparer la relation avec notre enfant. Et comment tu la répares, cette relation de toi par rapport à toi? En fait, beaucoup de choses autour du champ de la pleine conscience, quoi, de Ouais. l'ancrage, de la respiration, et pleine conscience, tu vois, c'est pas méditation, faire le vide. Ça, je l'utilise plus dans mon boulot pour être efficace, mais c'est plus je suis comme ça en ce moment. Il se Mm. passe ça pour moi. Je dois avancer avec. C'est agréable, désagréable, c'est chaud, c'est froid, c'est comme ça. C'est en moi et c'est OK, je l'accueille. Ok. Donc ouais, de l'ancrage, de la respiration. Mes filles me disent souvent qu'il faudrait que j'aille faire des hommes. Ils me disent, là, ça fait longtemps que t'as pas fait homme. Oui, bon, je vais aller, j'ai compris, je vais aller souffler en fait. Ok, je vais aller faire ça. Euh, ouais, prendre soin de moi, c'est beaucoup ça. Et c'est aussi plein de petits moments dans la journée. Alors tu vois, là, je sais qu'on va affronter une semaine où il va pleuvoir énormément. Bon, moi, je suis une fille du Sud. Il y a un truc qui remplit mon réservoir, c'est le soleil. Donc, ce week-end, j'ai passé pas mal de temps à l'extérieur à me sentir la chaleur du soleil sur ma peau. Euh, J'essaye de profiter de ces petits instants. Par exemple, si j'en parlais justement avec une maman en fin de semaine dernière, si j'ai décidé de nettoyer ma cuisine, je vais pas tout de suite après passer à autre chose. Je vais en profiter, je vais la regarder cette cuisine parce que franchement, elle va rester propre et rangée combien de temps? J'ai trois enfants à la maison. Je sais bien que ça va pas durer. Et pourtant, ça m'a demandé de l'effort et peut-être même que j'ai tiré la tronche pendant que j'ai nettoyé cette cuisine. Donc, je vais m'asseoir dans ma cuisine, puis je vais regarder mon évier qui brille et je vais trouver ça beau. Ça va Ouais. durer 2, 3 minutes et je vais me dire, OK, ça c'est fait. Parce que la valorisation des tâches ménagères, là, c'est un truc, voilà, on l'a pas, quoi. C'est tout le temps à refaire, tout le temps. Ouais. Donc, prendre soin de moi, c'est aussi apprécier chaque petite chose. Les regarder jouer, écouter quelques minutes de silence. Des fois, on le fait ensemble d'ailleurs. Je leur dis, ah, et si on écoutait du silence, on l'a pas fait depuis un moment, et puis paf. Super. C'est ça, prendre soin de moi. Ok. Ouais, c'est des petites choses du quotidien, mais ouais, j'entends voilà, revenir à ce qui se passe en moi. Et en même temps, c'est la meilleure manière aussi de savoir. Voilà, on faisait le lien tout à l'heure avec les émotions, avec la relation physique. Et du coup, si je Mm. suis à l'écoute de ce qui se passe en moi, en plus, je peux savoir effectivement quel est le message derrière. Ouais. Ok. Ça peut aussi passer par des projets que je programme, tu vois, euh, mais déjà prendre soin de moi. Et puis, de plus en plus, parce qu'elles ont grandi et qu'elles participent à ces choses-là, c'est réfléchir ensemble. Tu vois, on a été obligé de faire une recherche de solution il n'y a pas longtemps. Je l'ai partagé sur les réseaux. Mon mari a pris un nouveau poste. Il part très tôt le matin et du coup, je me suis retrouvée avec les trois, dont un voyage en voiture à faire pour aller à l'école pour la plus petite. Et donc, le premier matin, ça a été la catastrophe. Enfin, clairement, ça n'allait pas au niveau de l'organisation. Et de se dire, bon, on va planifier quels sont les besoins des uns et des autres le matin. Qui peut faire quoi? Comment est-ce qu'on peut anticiper pour que ce soit mieux? Chacun y a mis ses idées. Et du coup, là, on prend soin. Bah, j'ai pris soin de moi parce qu'honnêtement, j'étais pas bien ce matin-là et je suis bien allée au-delà de mes limites et voilà. Et ça n'a pas été agréable pour tout le monde, justement. Mais maintenant, voilà, en écoutant ce message et en prenant soin de nous, ben, on a fait un plan. Alors, j'aime pas trop, moi, l'idée d'une parentalité qui soit très organisée, très carrée et tout ça. C'est encore dans mes résistances, tu vois. C'est un truc qui me ferait peur. J'aurais pas envie personnellement d'être trop là-dedans. Et en même temps, j'ai trois enfants. Et je vois des parents qui ont encore plus d'enfants, qui ont 5, 6 enfants, et qui sont dans une organisation très carrée. Et en fait, c'est juste un besoin certaines fois.
Et donc, je me dis, voilà, il faut que ça passe par là en ce moment. Peut-être qu'après, on aura plus de fluidité, plus de flexibilité. Mais aujourd'hui, ça passe par quelque chose qui est plus discipliné. Ouais, Et voilà. Et c'est notre équilibre à cet instant. c'est ça. Et puis en même temps, j'entends, c'est quelque chose en plus qui est décidé en fonction des besoins des uns et des autres. C'est pas quelque chose de l'ordre du côté autoritariste où je dirais mon cadre c'est celui-là et il faut que ça rentre dans ce cadre en fait. Ah, Ouais, ouais, c'est toujours co-construit. C'est sûr que. Et puis, tu vois, sur un week-end, justement, où on peut avoir besoin de se ressourcer, notamment, j'invite mon mari à me dire aussi, bon, t'as besoin de quoi ce week-end? Est-ce que t'as besoin d'un temps pour toi? Et donc, on fait souvent des listes de qu'est-ce qu'on doit faire, donc genre les impératifs pour que ça tourne, quoi. Et puis, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc, on écrit ces deux listes et ensuite, on organise dans le timing, dire, voilà, bon, alors du coup, on pourrait faire les courses à tel moment, puis ça nous permettrait de, on voulait aller à tel endroit. Ah c'est pas loin, on pourrait faire en même temps, tu vois. On organise en fait le temps libre avec ses plaisirs et ses contraintes avec lesquelles on doit tous composer, de façon à avoir un meilleur équilibre pour tous. Donc chacun peut dire j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. ok. J'ai besoin de temps pour moi. Du coup, on ira faire les courses avec les enfants. Puis il y en a un qui reste là et qui a 1 heure à la maison dans le Ouais, silence. ça Voilà. marche. Donc du coup, on parlait juste avant des souvenirs là où voilà, des souvenirs qui sont finalement multiples, mais enfin, avec une culpabilité qui est partie assez vite, euh, enfin qui est pas trop présente. J'entendais plutôt, voilà, il y a plein de petits moments où je me sens coupable, mais finalement, plus ça va, moins la culpabilité, elle est plombante. Oui. Et à l'inverse, du coup, de quoi est-ce que tu te sens la plus fière? L'adaptabilité, justement, tu vois, ça va vraiment en face. J'ai de plus en plus confiance dans mes capacités à m'adapter. Et ça fait ce rebond qui fait qu'on est de plus en plus souvent dans la joie, en fait. Tu vois, les creux sont moins creux. Ok. On est sur quelque chose de plus harmonieux. On a eu beaucoup besoin de s'adapter dans notre vie perso et dans notre vie de parents. Notre petite dernière, elle m'a vraiment poussé les murailles. Ça a été incroyable. C'est une petite fille qui s'est invitée au programme un peu plus tôt que prévu. Donc première adaptation, je suis tombée enceinte sous stérilet. Ok. Et j'étais en fin de formation, donc j'étais prête à me lancer, quoi. J'ai su que j'étais enceinte au mois de juin et j'avais décidé de m'immatriculer au mois de septembre. Donc vraiment, de me dire, ah ok, je vais le faire enceinte et du coup, je vais accueillir un bébé et du coup, je vais devoir gagner ma vie et en même temps devoir m'occuper d'un tout petit. Ok, bon, je m'adapte. Comment est-ce qu'on s'adapte? Puis je m'adapte, là, pour le coup, c'était un peu facile de le dire. C'était toute une famille qu'il fallait qu'il s'adapte. Donc il y a eu ça et puis tout de suite moi j'ai ressenti tout de suite que Emma elle était pas comme les autres bébés et puis que moi j'ai fait une dépression postpartum à l'arrivée d'Emma Ok. alors même que tu vois j'étais allée prête pour être consultante en parentalité ça y est j'étais immatriculée et tout ça je commençais à travailler à accompagner les familles et moi j'étais là et j'appelais ma doula à 4 heures du matin en pleurant et je lui disais que ça allait pas du tout. Et je demandais à mon mari de l'aide. Je lui disais, faut que quelqu'un m'aide, en fait, ça va pas aller. Mm. Et puis voilà, donc ça a été là à nouveau de l'adaptation et puis de me rendre compte qu'il y avait un truc aussi chez Emma. Pendant 2 ans, on n'a pas trop su ce que c'était, mais voilà, on voyait bien qu'elle était particulière à sa façon et qu'elle avait du mal à se connecter à nous. Et en fait, elle était épileptique. Ok. Donc on l'a su maintenant il y a 2 ans du coup, pour ces 2 ans. Et on a été accompagnés à partir de ces 8-10 mois où on a vraiment compris qu'il y avait quelque chose et que c'était pas juste son RGO qui l'a gêné, qu'il y avait bien plus que ça. Donc tu es dans l'inconnu et tu dois t'adapter tout le temps. Et puis en même temps, tu dois être là pour tes aînés. Et puis... Donc Ouais. c'est ce dont je suis plus fière maintenant, c'est ça. Après, voilà. Ok. C'est quelque chose qui s'apprend dans la douleur parfois. Ouais, ouais, ça a été un moment de vie assez dur et en même temps, voilà, aujourd'hui, t'en es particulièrement fière en fait, de En réussir à fait, je faire tout suis ça. obligée de compter tout le temps sur ça parce Mm. qu'on n'en est pas sorti en fait. On ne sait toujours pas pour Emma, voilà, son évolution. Voilà, on l'observe,
on essaye de la stimuler et puis elle grandit et puis on est fiers de ça, mais en même temps, ben, hop, tu retournes dans le milieu médical et on te remet, ah oui, mais il y a quand même encore un retard et ok, bon, bah nous, on était ok avec notre fille comme ça, on pensait que tout était parfait et hop, on se réadapte et on se remet en chemin avec elle et Ok. on essaie d'être là. Voilà. Est-ce que tu dirais du coup que ces maternités, elles sont venues impacter l'estime que tu te portes? Euh, Enfin, de quelle manière elles sont venues l'impacter? Est-ce qu'elles sont venues la faire grandir ou est-ce qu'au contraire, elles sont quand même venues plutôt l'entacher? Aujourd'hui, je pourrais dire grandi, mais dès que je suis devenue maman, en fait, moi j'ai vécu ma première maternité comme une punition. En fait, les premiers mois ont été très très difficiles. Déjà, quand j'ai su que j'attendais une petite fille, ça m'a énormément chamboulée. Alors, il faut Ok. savoir que mon mari a trois frères, donc ils sont 4 garçons dans sa famille. Et je crois qu'il y a dans cette famille une souffrance de ne pas avoir eu de fille. Ok. Et moi, je suis une famille de filles qui a souffert de ne pas avoir eu de garçon. Ok. C'est-à-dire que ma grand-mère, ma mère et moi, nous avons eu 3 filles. Euh, et du coup, je me disais que c'était ridicule d'espérer tel ou tel sexe, par exemple. Et donc, on était OK avec mon mari, que ce soit fille ou garçon, qu'on serait très, très heureux. Et en fait, à l'annonce du sexe, je me suis dit, mon Dieu, mais en fait, ma relation avec ma mère est loin d'être parfaite. On a un lien qui est assez particulier et qui me faisait souffrir à ce moment-là. Et je me suis dit, mon Dieu, mais en fait, j'aime pas ma mère comme on devrait aimer sa mère. Tu vois, je sentais qu'il y avait des freins dans cette relation et je me disais, est-ce que je vais être capable d'aimer ma fille ou est-ce qu'elle va m'aimer comme moi j'aurais envie d'être aimée? Tu vois, en fait, j'aime. Et alors, ça m'a chamboulée. Et donc, déjà, il y a eu ça en tout premier, avant même qu'elle arrive. Mon mari a été super présent, il m'a beaucoup épaulé là-dedans en me disant que d'abord, j'étais pas du tout comme ma mère et puis que ma fille serait pas du tout comme moi. Donc voilà, j'ai laissé tomber cette idée rapidement. Et puis quand elle est arrivée et que donc au bout de 15 jours, 3 semaines, elle a commencé à avoir beaucoup mal. Elle avait un RGO, mais quand t'es pris mi-part, on te croit pas trop, j'ai l'impression. Ouais. Tu annonces les symptômes et pourtant ils étaient très clairs, mais on m'a pas cru. Elle pleurait jusqu'à 6 heures par jour, Mm. jusqu'à ses 2 mois. Et je pleurais donc avec elle. Hein. On a passé beaucoup de temps à pleurer dans les bras l'une de l'autre. Jusqu'au jour où j'ai eu l'impression que je serais capable en fait de la jeter par la fenêtre, vraiment. Mm. Je me suis dit là, il faut que ça arrête les bruits et du coup je vais faire du mal à mon enfant. Donc ce jour-là, j'ai eu un très bon réflexe. Je l'ai posé dans son lit. J'ai appelé à l'aide. J'ai appelé ma sœur qui a été quelques minutes au téléphone avec moi et qui m'a guidée pour que en fait j'appelle le médecin Mm. et j'ai demandé au médecin, c'est étrange, je lui ai dit, écoutez, maintenant, soit vous trouvez ce qu'a ma fille, soit vous m'internez parce que je vais lui faire du mal. Et d'habitude, il faut une semaine pour avoir un rendez-vous. Mm. Et j'en ai eu un le lendemain matin à l'ouverture. Sachant qu'on était en fin de journée, donc c'était vraiment un miracle. Donc je pense que le message a été Mm. très bien passé. Et donc ce jour-là, le miracle a été qu'elle a reçu de l'inexium et que 48 heures après, j'avais un bébé qui gazouillait, quoi. Et Mm. là, je me suis dit, mais pendant tout ce temps-là, j'ai pensé que j'ai été punie, que je méritais pas le bonheur, que de toute façon, c'était pas pour moi la maternité, que j'avais fait une erreur, quoi. Donc j'ai passé 2 mois avec ma fille. Où, en plus de ça, on était allé présenter ce bébé dans le sud de la France. Et pendant cette période-là, une semaine et demie à peu près, elle était tout le temps de bras en bras, ballottée, poussette, Mm. balade, tout ça. Et du coup, elle pleurait beaucoup moins. Et on me disait que c'est parce que j'étais trop stressée, que du coup, mon bébé pleurait quand j'étais seule avec elle. C'est dur. Et du coup, je me sentais nulle, mais nulle, quoi. Enfin, la culpabilité, là, elle était énorme et l'estime de moi, à ce moment-là, mais vraiment très, Ouais. très basse. Ouais, c'est dur, Ouais. ouais, c'est lourd, du coup, j'imagine, ce ressenti-là. Ouais. Donc après, on a réparé tout ça, tu vois. J'ai fait des ateliers de massage bébé. Ça a été vraiment une bonne réparation, ça. De se regarder dans le blanc des yeux, de se demander pardon, tu vois. Je lui ai demandé pardon pour tout ce que j'avais pensé. Ça a été vraiment une belle communication qui est passée par le toucher et on a appris à communiquer de cette façon-là.
Ouais, je crois qu'à chaque palier, à chaque fois que j'ai remonté la pente, mon estime de moi-même, elle est allée plus haut. Par exemple, après ma toute première, je me souviens, le simple fait d'avoir accouché, me sentir forte. Ouais. À chaque fois qu'on touche le fond et qu'on remonte, Mmh. on va plus haut. Si tu avais là une, dernière pensée pour les futurs, les nouveaux parents ou les parents qui se sentent un peu perdre pied, quelle serait-elle? Je leur dirais qu'aujourd'hui, ils ont l'impression, qu'ils sont au fond et qu'ils vont passer leur journée à s'adapter à ce fond, mais demain, c'est tout nouveau. Mmh. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'on m'a pas dit. Je croyais que ça allait être terrible et chaque journée, je la voyais comme, un nouveau calvaire, quoi. Et en fait, le lendemain était différent. Des fois, il était beaucoup mieux. Des fois, il était pas mieux, mais il était différent. Donc, j'avais passé toute la journée d'avant à essayer de lutter, de m'adapter, de je ne sais quoi. Alors qu'en fait, il faut juste accueillir des fois et se laisser porter, avoir confiance en soi et faire notre mieux. Mmh. C'est la seule chose qu'on nous demande, en fait. Et notre mieux, voilà, c'est un niveau qui est variable. OK, Donc, c'est une jolie conclusion. Puis je crois que ça renvoie à ce que tu disais, tout à l'heure, du coup, en fait, finalement, à ton envie de vivre, vivre dans l'instant et vraiment le ici et dans maintenant. l'instant. OK. Et que dans tous ces moments difficiles, il y a de la joie à prendre. Et donc, il va y avoir ces moments difficiles. Il va y avoir les pleurs, il va y avoir les questions de poste de limite, d'autorité, les colères, il va y avoir toutes ces étapes-là. Elles font partie du chemin. Et en fait, il y a plein de choses à savourer dedans. Donc, voilà, soyons créatifs, allons chercher des ressources pour profiter aussi de ces moments-là, parce qu'ils font vraiment, ils pèsent lourd dans le chemin, donc savoir en profiter. Ben merci. Merci de t'être livrée avec, toute la pétillance et le naturel, je trouve, qui te caractérise. Et du Et coup, ben merci beaucoup, Christelle. si on souhaite continuer d'échanger avec toi et peut-être, de pourquoi pas, tu puisses, nous accompagner, comment on fait? Où est-ce qu'on te retrouve? Alors, on me retrouve sur internet, amandineventadour.fr, sur Facebook, sur Instagram. Je consulte en visio. Pour les parents de la Haute-Savoie, ils peuvent venir au cabinet, bien sûr, c'est quand même le plus sympa. Et puis voilà, je vais essayer aussi d'être à l'avenir présent pour les professionnels qui accompagnent les parents, de façon à réfléchir à la posture et à l'accompagnement qu'on offre aussi. Super, Donc, un beau projet. des projets. Voilà. Super, bah, merci beaucoup Amandine et puis à Merci bientôt. Christelle. À très bientôt. Si cet échange vous a inspiré, si vous avez aimé nous écouter et si le cœur vous en dit, alors vous pouvez mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et partager cet épisode sur les réseaux sociaux pour ainsi faire partie de ce village qui sème des graines d'amour de soi. Merci pour tout et à très bientôt sur Estimez-vous.